Bon après-midi à tous. C'est la seule fois que je crois que je vais faire une conférence où je comprends même pas le titre. Donc, je vous prie d'être indulgents. Les avocats savent tout sur tout, vous le savez. Mais là, c'est un grand moment de solitude. Mais je vais essayer de parler avec vous de smart sécurité sans savoir ce que c'est et d'innovation dans la sécurité et de sécurité dans l'innovation. Alors pour ceux qui se demandent depuis quelques années ce que je deviens, parce que Jackie Galichet a une bonne blagounette, où il est Galichet? Où il est Galichet? Ah, il est parti. Bon, bah, normalement il a une bonne blagounette. Qui est que j'ai pris Racine, c'est très drôle. Voilà. Donc effectivement, j'ai quitté le prestigieux cabinet où vous m'avez connu pour certains d'entre vous pour rejoindre d'autres aventures et je suis l'heureux patron d'une équipe de 4 avocats, enfin nous sommes 4, à ne faire que de l'IP, que de l'IT, que des données à caractère personnel et donc nous faisons ça dans un cabinet nouveau maintenant qui s'appelle le cabinet Racine, qui lui n'est pas nouveau mais en tous les cas sa pratique est nouvelle. Deuxième chose que je voulais dire à titre d'introduction, c'est pas la peine de sortir vos smartphones pour essayer de prendre des photos de loin nulles. Si vraiment à la fin le sujet vous a intéressé, ce qui est déjà, vous aurez le droit d'avoir les slides. Hein. Il suffit de les demander très gentiment à l'ours. C'est comme ça qu'on l'appelle entre nous, à l'ours, et vous pourrez effectivement avoir sans aucun problème les slides en question. Alors, vous avez dit smart quelque chose. Moi, je vous réponds smart rien du tout. Smart sécurité, ça rime pas avec droit. Enfin, comme ça, de prime abord, ça rime pas avec le droit. La seule formule que nous, on connaisse en droit, c'est Duralex Sedlex. Alors, c'est pas un problème de pile, hein. C'est un problème de loi. Duralex Sedlex, ça veut dire la loi est dure, mais c'est la loi. Et la loi est dure. Et oui, la loi est dure. Il n'y a pas d'obligation smart. Si vous prenez un texte fabuleux dont vous n'avez forcément pas entendu parler, qui s'appelle le RGPD. Je sais. Alors, en même temps, les magistrats n'ont pas bien encore compris le terme, puisque nous étions à une audience avec mon ours préféré il y a quelques jours, et l'avocate générale n'arrêtait pas de dire mais tout le monde connaît le RDPP. Donc je me dis qu'il y a encore un peu de boulot, donc on est tranquille. Il y a des obligations qui sont des obligations extrêmement contraignantes en matière de sécurité. À commencer par une des problématiques les plus violentes, disons, aujourd'hui de notre environnement, qui est de s'auto-flageller, de s'auto-incriminer, de s'auto-dénoncer, et donc de prévenir la CNIL de toute violation de sécurité. Alors si vous avez regardé ce que la CNIL a publié sur son site depuis quelques mois, puisqu'elle a fait un bilan au bout de 6 mois, on a une multiplication par je ne sais pas combien, parce que je ne sais pas combien on peut multiplier 0 par quelque chose. J'ai arrêté les maths en CP, c'est pour ça que j'ai fait du droit. Mais on est passé d'un niveau où il n'y avait pas de notification à la CNIL à un niveau où le niveau est devenu absolument exponentiel. Évidemment, derrière ce type de communication, il y a tous les contrôles qui vont derrière, contrôle de la CNIL, engagement de responsabilité des personnes concernées, etc., etc. Il y a un élément qui est intéressant, c'est quand vous allez à la définition même de la responsabilité de traitement. Vous savez que dans une réglementation comme la loi informatique et liberté, vous avez 2 grands acteurs, on va dire qu'il n'y en a que 2, hein, il y en a plein d'autres, mais il n'y en a que 2 principaux, qui sont le responsable de traitement d'une part et le sous-traitant d'autre part. Et quand vous prenez la responsabilité du responsable de traitement, aujourd'hui, dans notre environnement, enfin, quand je disais avant, quand on était sous la loi de 78, qui est-ce qui a lu le RGPD ? Oh, la bande de menteurs. Oh, les 99, à part Hervé Schauer, j'y crois pas. Et il n'a pas levé la main, donc de toute façon, ça marche pas. 99 articles, 177 considérants, je ne vous crois pas. Et alors, si vous l'avez lu, vous avez vu le truc qui tue. Le truc qui tue, c'est la notion même de responsable de traitement, qui a l'air effectivement de la même définition que nous avions à l'ère de la loi de 78. Ceci dit, dans la loi de 78, il y avait juste une définition, la notion de responsable de traitement, et dans la réglementation aujourd'hui, on a non seulement une définition, mais on a un ensemble d'obligations. Et parmi les obligations qu'on a à mettre en œuvre, vous avez une magnifique obligation. Donc bon, le responsable de traitement, je ne vous dis pas qui c'est, hein, c'est vous tous qui gérez des données à caractère personnel.
mais lorsque cela est proportionné au regard des activités du traitement, les mesures visées au paragraphe 1, c'est-à-dire toutes les mesures de sécurité, comprennent la mise en œuvre de politiques appropriées en matière de protection des données par le responsable de traitement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec l'emprise du nouveau texte, il n'y a pas de débat. La sécurité est devenue un principe général en matière de données à caractère personnel. Alors je parle de celui-là parce que c'est le sujet d'actualité, mais vous pouvez le généraliser à toute autre forme de système d'information. Vous savez qu'on a un environnement juridique assez fourni en matière de violation de sécurité. Enfin, pour ceux qui ne le savent pas, on a l'accès frauduleux, le maintien frauduleux, l'extraction de bases de données, la violation de données à caractère personnel, la collecte de données frauduleuses. Enfin bref, on a toute une panoplie d'environnements et le leitmotiv, ou en tous les cas la référence primaire, la règle du jeu, c'est si tu veux être tranquille chez toi, mets en place un niveau de sécurité adapté à la menace. Adapté à la menace. Autant vous dire que c'est pas clair. C'est d'autant plus clair, pas clair que vous avez une double protection dans le RGPD, qui est assez génial. Vous avez une obligation de sécurité, mais vous avez aussi une obligation de protection. C'est-à-dire vous avez deux articles, c'est-à-dire qu'au cas où vous n'auriez pas compris que vous deviez sécuriser les données, on vous dit aussi que vous devez les protéger. Protéger, sécuriser, advienne que pourra, comprenne qui pourra. Ceci dit, dura lex sed lex, compte tenu de l'état des connaissances, des coûts de mise en œuvre, de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, ainsi que des risques dont le degré de probabilité et la gravité varient. Je ne sais pas si vous l'avez vraiment lu, que présente le traitement pour les droits et les libertés des personnes, le responsable de traitement, c'est-à-dire vous, met en œuvre, tant au moment de la détermination des moyens du traitement qu'au moment du traitement lui-même, des mesures techniques et organisationnelles appropriées de nature à protéger les données. C'est-à-dire qu'on vous dit, vous devez, 1, sécuriser les données, 2, vous devez protéger les données. Si avec tout ça, vous n'avez pas compris que vous deviez prendre les mesures appropriées pour sécuriser les données, vous n'aurez rien compris. Donc vous allez prendre les mesures appropriées. Sinon, qu'est-ce qui va vous arriver? Il va vous arriver ça. Une réalité pas smart. Décision de la CNIL. Alors vous voulez laquelle? Celle de janvier 2018? D'accord? Pour ceux qui ne voient pas bien de loin, Darty, 100 000 €. Vous voulez celle de juin 2018? Pour ceux qui ne voient pas bien non plus, mais là vous avez, c'est facile, c'est les lunettes, il suffit d'aller en chercher. Optical Center, 250 000 €. Vous avez en juin, là ils sont bien lâchés, 75 000 € pour une association. Une association, c'est-à-dire à ceux qui me disent habituellement, oui, on va les taper que les gros. Bon, bah là-bas, c'est vrai que là il y a 2 gros. Là il y a un tout petit. Association de développement des foyers. Je veux dire, des gens qui essayent de trouver des foyers pour les personnes. Non, mais ils entendent. Vous entendez? Oui, mais pas l'enregistrement. Il y a un micro mobile. Oh là là, allez, on va prendre le micro mobile, voilà. Alors sinon, vous avez des vrais vilains, Dailymotion. Alors je parle même pas de Google avec ses 50 millions d'euros, là on est dans la blague. Dans la blagounette, comme notre ami Jackie Galichet. Mais on n'est pas du tout dans la problématique de la sécurité. Là, je suis resté que sur les problématiques de sécurité. Donc, vous avez Dailymotion qui se prend 50 000, pas cher. Vous avez 400 000, Uber. Uber, il a vraiment pas de bol. Uber, il en prend en RH, il en prend dans tous les sens, et il prend effectivement en matière de données à caractère personnel. Et puis, le dernier en date, c'est un tout petit opérateur, un MVNO, Bouygues Télécom, qui a pris 250 000 € en matière de données à caractère personnel. Et là, je vous demande, qui est l'intrus? Qui est l'intrus? Et là, même si vous avez mangé du chou, vous pouvez répondre. Enfin, bon, si vous avez mangé du chou, à mon avis, on ne vous répond pas à cette question. Uber, c'est pas français. Dailymotion, si, ça l'est. Bouygues, ça l'est. Optical Center, ça l'est. Ouais, ça pourrait, mais non, c'est pas ça. Alors c'est bon parce que l'ours il m'a demandé de meubler pendant 1 heure. Donc j'ai encore 35 minutes pour attendre, et vous aussi. Ok? Non alors? Pas une petite idée? Hein? L'association? Bah non. Darty non plus. Et Darty pourquoi d'abord? Alors Darty, si. Darty c'est un très bon exemple, mais c'est pas un intrus, enfin c'est pas mon intrus, mais ça aurait pu être un intrus parce que Darty par exemple a été sanctionné pour les défauts de son sous-traitant. C'est-à-dire que dans tous les autres cas, vous avez une faute directe, la plupart du temps c'est une mauvaise sécurisation du site web,
et donc l'accès potentiel aux données des clients. Chez Darty, c'est un problème de sous-traitant. Le sous-traitant n'a pas fait son boulot, Darty en prend plein la figure, et on lui reproche de ne pas aller voir ce que faisait son sous-traitant. Donc je prends, levez la main ceux qui ont dit Darty. Voilà, vous n'avez pas complètement perdu votre après-midi. Mais l'intrus... Ah. Bien joué. Voilà. Alors lui, il a gagné la bouteille de champagne que l'ours va nous acheter tout à l'heure. Eh oui, c'est sous l'emprise de la loi de 1978. Pas sous l'emprise du RGPD. Et d'ailleurs, c'est marqué noir sur blanc dans chacune des décisions de la CNIL, pour qu'on ait bien compris que c'était pas ça notre métrique. Hein? Notre métrique aujourd'hui, c'est 2% ou 4% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise, c'est 10 à 20 millions d'euros, et effectivement, sur ce terrain-là, la décision Google, elle est postérieure au RGPD. Il faut dire qu'ils n'ont pas changé leurs règles du jeu avant ou après, il faut être un peu con. Hein. Ils sont pas là. On filme, mais on n'enregistre pas, on est d'accord. Et donc, voilà, le sujet, c'est, on est hanté RGPD. Aujourd'hui, c'est 2%, 4%, 10 millions, 20 millions pour ceux qui n'ont pas de chiffre d'affaires. Hein. Et le problème, c'est que c'est pire. Parce que ça, c'est ce que tous les avocats vous vendent. Tous les avocats vous vendent, y compris moi, vous allez prendre 2%, 4%, 10 millions, 20 millions. Et en fait, le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est la réparation du préjudice. Article 93 de RGPD que vous avez tous lu. Et qui dit non seulement tu seras châtié par l'autorité de contrôle, c'est-à-dire la CNIL, mais en plus, tu devras réparation du préjudice. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Ça aurait pu être le cas, mais personne ne l'avait écrit noir sur blanc. Donc en fait, tout le monde s'en foutait. C'est fait qu'il y avait des gens qui vivaient un préjudice du fait qu'on ait piqué leurs données, mais qui ne demandaient pas réparation. Là, avec le droit tel qu'on l'a aujourd'hui, on a double peine. Peine, amende administrative par la CNIL, et réparation du préjudice. Et là, on est allé encore un cran plus loin. Dans le RGPD, je ne sais pas, puisque vous l'avez tous lu, il y a combien de fois le renvoi à la loi nationale? C'est là où on voit ceux qui l'ont lu et ceux qui l'ont lu. 56 fois. Il y a 56 fois dans le RGPD le renvoi à la loi nationale. Et un des renvois est exceptionnel. Il est de dire, est-ce qu'on accepte des class actions en matière de réparation de préjudice? Ceci est à l'appréciation des États-nations. D'après vous, qu'est-ce qu'on a choisi? Ben alors, les noms, c'est que vous n'avez pas compris comment ça marchait chez nous. Hein. Nous, quand il y a un droit dur, on le prend. Hein. Donc, on a pris le droit dur, c'est-à-dire on a pris le droit de la class action en matière de données à caractère personnel. Donc, en fait, les contentieux à venir ne sont pas vraiment des contentieux CNIL. Il existe, mais c'est un contentieux sur la violation des données des personnes concernées et des class actions. Et là, je vous le fais à combien le compte utilisateur? Vous prenez, je sais pas, une dernière attaque, on est en millions d'utilisateurs, hein? Vous faites à combien le compte? 1 euro? À 10 euros déjà, vous démarrez haut. Moi, je commence à 1 euro. 50 millions de comptes utilisateurs, 50 millions d'euros. Faites à 10. C'est vous qui faites les maths. Moi, j'ai dit que j'avais arrêté en CP. Ça fait 500 millions, on est d'accord? Ok. Et vous le faites à 100, parce que quand même, il peut y avoir un juge malin qui mette ça à 100 euros. Ok, 5 milliards. Donc voilà, notre problème, il est là. Notre problème, il n'est pas sur l'amende administrative, parce que jamais la CNIL, à part pour se payer Google et se faire une publicité d'enfer qui n'a servi strictement à rien, parce qu'elle ne s'est fait aucune publicité et Google n'a strictement rien changé ses règles du jeu, la question, ça va être combien on va devoir en matière de réparation de préjudice. C'est ça le sujet sur lequel vous devez effectivement aujourd'hui vous inquiéter si ce n'est pas déjà le cas. Les cas où on ne peut pas faire de smart sécurité. Alors, comment tu traduis smart ? Intelligent. Ouais. Ouais, je le traduisais pas complètement comme ça, mais c'est pas grave. Ça démontre bien qu'on s'était pas mis d'accord. La smart sécurité, pour moi, c'est une sécurité effectivement intelligente, mais surtout elle est smart. C'est-à-dire qu'elle est un peu, elle est pas cool, mais elle est effectivement simple, elle est adaptée à la menace, elle est intelligente au sens de c'est pas la peine d'aller acheter un marteau pilon pour écraser un moustique. Voilà. C'est ça ce que l'on pourrait considérer, en tous les cas de mon point de vue, la smart sécurité. Mais il y a des cas qui sont carrément, totalement, absolument non éligibles à la smart quoi que ce soit. Voilà.
Qui est-ce qui est opérateur de services essentiels? Non, levez pas la main. Levez pas la main. Levez pas la main. Parce que c'est interdit de lever la main. On n'a pas le droit de le dire. D'accord? Même si on le sait tous qui c'est. Mais on n'a pas le droit de le dire. De toute façon, il y a une liste entière. Les opérateurs publics ou privés offrant des services essentiels au fonctionnement de la société ou de l'économie dont la continuité pourrait être gravement affectée par tout incident touchant les réseaux et les systèmes d'information. Donc là, il n'est pas question de travailler sur les données personnelles. On n'est pas dans le RGPD. On est dans la transposition de la directive Nice. Doivent mettre en place des mesures de sécurité telles qu'elles sont désignées par le Premier ministre et ses copains. Le Premier ministre fixe ses règles. Et des règles, il en fixe de manière assez précise. Comment vous devez gouverner la sécurité, comment vous devez protéger les réseaux, comment vous devez défendre votre système en cas, j'imagine, d'attaque, et comment vous devez organiser la résilience des activités. Donc là, la smart quelque chose, quand on nous dit c'est comme ça qu'il faut faire, il y a une marge d'appréciation et une marge de tolérance qui est proche de zéro, voire zéro l'infini. Si vous êtes service de numérique, alors là aussi c'est génialissime, les services numériques, on a inventé des nouvelles catégories qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Alors vous connaissez les catégories sur Internet, les catégories primaires. La première loi qu'on a eue sur Internet, la loi pour la confiance dans l'économie numérique, on a inventé 3 catégories. Les éditeurs de services en ligne, les fournisseurs d'accès et les hébergeurs. Okay, comme ça ne suffisait pas parce qu'on ne comprenait rien, on a ajouté un truc bizarre pour eBay, spécial, qui était les courtiers aux enchères par voie électronique. Oubliez ça. Puis après, comme on ne comprenait plus rien à ce qui se passait au niveau des plateformes, on a fait un droit sur les plateformes. Hein, la loi pour une république numérique. Et bien dans celle-là, vous avez 2 autres catégories de population. Les places de marché en ligne, pareil, comprennent qui pourra. Et les moteurs de recherche, là, on se dit qu'on doit à peu près savoir de quoi ça parle. Eh bien, ces gens-là, pareil, sont soumis à une directive particulière qui est qu'ils doivent un certain nombre d'impératifs sur la sécurité des systèmes et de leurs installations, sur la gestion des incidents, sur la gestion de la continuité d'activité, sur l'audit et le contrôle permanent et sur le respect des normes internationales dans le domaine. Donc ça veut dire que pour ces gens-là, ça ne le fait pas. Après, vous avez une deuxième catégorie dans laquelle vous pouvez vous retrouver. C'est les catégories dans lesquelles vous pouvez vous retrouver. Donc l'énergie, alors j'ai donné que quelques exemples sur les éléments qu'on pourrait trouver. Il semblerait, de ce que j'ai compris, qu'il y ait 122 opérateurs de services essentiels qui aient été désignés. Donc ceux-là, si vous en faites partie, il y en a déjà un qui a levé la main, mais je ne dirai à personne parce qu'il a la chance, il est tout au fond de la salle. Et il a un gilet rouge. Donc lui, il a pas de bol. Voilà, il est dans le genre pas de bol. Mais il y a des genres tout petits qui n'ont pas de bol. Hein. C'est pas parce qu'on est gros qu'on ne peut pas être opérateur de services essentiels. Moi, j'ai un client qui est tout petit. Ils sont 10 et ils sont opérateurs de services essentiels. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous n'avez qu'à regarder la loi, Duralex, Edlex, on n'y reviendra plus. Et puis, si vous n'aimez pas les OSE, vous avez de toute façon les OIV. Qui est-ce qui est opérateur d'infrastructure vitale? Ok. Bon, là, ça marche plus, évidemment, la bonne blague. Donc là, en matière d'opérateurs d'importance vitale, on sait quelles sont les règles du jeu. On sait qu'on a nos amis de l'ANSSI qui vont nous surveiller, nous imposer un certain nombre de règles du jeu. Donc là aussi, pour moi, dans cette salle, ceux qui sont OSE ou ceux qui sont OIV, vous oubliez la smart sécurité, ou en tous les cas, vous faites de la sécurité intelligente by design. Sauf que je pense que la sécurité au sens du smart, elle est possible. Et elle est possible pour moi parce que vous avez des textes qui nous disent, et de manière très ancienne, hein, ça c'est la loi de 1978, donc un petit rappel avant le RGPD, article 34 de la loi. L'article que tout le monde connaît dans le domaine de la sécurité. Le 34 et le 35. Et le 34, il vous disait quoi? Il vous disait déjà, le responsable de traitement est tenu de prendre toutes les précautions utiles au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement. Ça veut dire smart sécurité.
Ça veut dire une sécurité intelligente. Intelligente qui est basée sur la nature des données et les risques présentés par le traitement. 2 analyses à apprécier. Quelles sont les données que j'ai et quel est le traitement que je mets en œuvre. Ce n'est pas l'un contre l'autre. Ce sont les deux qui sont des éléments importants. Aujourd'hui, on a mieux. On a, compte tenu de l'état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature de la portée, du contexte et des finalités du traitement, ainsi que des risques dont le degré de probabilité varie. Si vous n'avez pas vu qu'il y avait un copier-coller avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur la protection, c'est que vous n'avez vraiment rien suivi. Trop de choux, sans doute. Pour les droits et les libertés des personnes physiques, le responsable du traitement et le sous-traitant mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté aux risques, y compris entre autres. Alors là, c'est plus des mathématiques. Faut abandonner aussi le français. Y compris entre autres, selon les besoins. Tout un tas de trucs qu'on verra tout à l'heure. Et là, effectivement, la question qui se pose, c'est mais c'est quoi tous ces critères ? L'état des connaissances, le coût de mise en œuvre, la nature, la portée, le contexte. En fait, je veux bien faire du smart, moi. Je veux bien faire un truc comme tu dis, puisque tu n'écoutes pas ce que je dis, intelligent. Une sécurité intelligente. Pour autant que je comprenne ce que dit le texte. Alors, j'ai essayé de chercher. Enfin, j'ai essayé de comprendre. L'état des connaissances. Alors, ce qui ne marche pas. L'incompétence. Quand le texte dit l'état des connaissances, c'est pas l'état de vos connaissances. Moi, j'ai des clients qui me disent « Oh bah, je suis nul en sécurité des systèmes d'information, donc j'ai lu le RGPD, et comme il y a marqué en l'état des connaissances, mes connaissances étant nulles, je vais faire un truc nul. » Ça marche pas. Ok ? Ce qui est inclus, sûr et certain, c'est il n'y a pas d'obligation de faire de l'innovation technologique. On va en revenir tout à l'heure sur l'innovation et la sécurité. Il n'y a pas une obligation d'être innovant. Vous n'êtes pas des chercheurs en sécurité. Voilà. Votre boulot, c'est en fonction des connaissances lesquelles du secteur, du métier, des outils disponibles. Alors, effectivement, vous devez faire le choix de l'outil qui est le vôtre. Les seules questions qui vont se poser en réalité, c'est est-ce qu'il faut aller chercher une compétence que nous n'avons pas ? Et faut-il vérifier que nous avons la compétence nécessaire ? C'est ça le sujet. Le sujet, c'est pas la compétence que j'ai moi et éventuellement la compétence du marché. C'est est-ce que nous sommes suffisamment armés en interne pour pouvoir faire ce travail d'appréciation de ces fameuses connaissances. C'est un premier point. Vous avez un deuxième critère. On vous l'a dit, je ne reviens pas à chaque fois sur le texte. Vous vous en souvenez par cœur pour tous ceux qui ont lu le RGPD, c'est-à-dire tout le monde. On vous dit le coût de mise en œuvre. D'accord ? Alors, deuxième critère, le coût de mise en œuvre. Alors, ce qui ne marche pas, je suis pauvre. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de budget. C'est le credo de tous les RSSI de l'univers. Ouais, mais ça ne marche pas en matière de RGPD. On ne peut pas aller se voir la CNIL en disant, écoutez, comme mon patron ne m'a pas donné de budget, j'ai fait une sécurité appropriée. C'est-à-dire, j'ai rien fait. Voilà, ça ne marche pas. Alors, ce qui marche par contre, c'est le ratio coût du projet, coût de sécurité, ROI du projet. Ça, c'est un budget. Là, on est effectivement capable, et rappelez-vous quand même que vous êtes dans le privacy by design, toujours avec le RGPD, c'est-à-dire que vous devez penser sécurité en amont d'un projet et pas en aval d'un projet. Là, la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qui paraît raisonnable d'imposer comme dépense financière ou au moins comme demande budgétaire, parce que j'ai bien compris que vous pouvez demander des budgets et ne pas les avoir, mais au moins en termes RH, vous aurez fait votre boulot, vous aurez demandé les budgets appropriés. Si après, effectivement, l'entreprise ne vous les donne pas, ça dégage votre responsabilité, sauf si vous êtes un RSSI crétin qui avait en plus accepté une délégation de responsabilité pénale. C'est un autre sujet. Il n'y en a pas ? Des RSSI crétins, il n'y en a pas beaucoup. Bon, il n'y a personne qui a une délégation de responsabilité pénale. Non, mais ça, vous avez le droit de le dire. C'est juste que vous serez ridicule, mais vous pouvez lever la main. Et puis, il y a un vrai sujet. Alors, je ne sais pas si on a des startups dans la salle, mais peut-être qu'on n'en a pas. Mais il y a un vrai sujet sur les startups. Voilà. Alors, Eric Fraissinet cherche... Oui, il est Eric. C'est caché ? Il est au fond. Il cherche depuis tout à l'heure un truc, mais on vous racontera ça entre nous peut-être.
il cherche une décision qu'il ne trouvera jamais. Mais il est clair qu'aujourd'hui, le juge et la CNIL se fout éperdument de savoir si vous êtes une start-up ou pas. En termes de sécurité, start-up ou pas, budget ou pas, c'est un élément qui est un élément à prendre en compte et qui est un élément prioritaire. Et j'allais vous dire à mon corps défendant que si jamais il y a de l'argent à mettre dans une start-up sur des systèmes d'information, enfin sur n'importe quelle application, elle doit être d'abord et prioritairement mise sur la sécurité avant d'être mise dans la problématique juridique, parce qu'on arrivera toujours à vous faire un truc, même après coup. La nature des données. On vous dit la nature des données, donc les connaissances, hein, c'est pas les vôtres, le coût, de toute façon vous n'avez pas de budget, on s'en fout. La nature des données. Ce qui marche pas, c'est les données article 9. Les données article 9, vous les connaissez tous par cœur, les feux. Mais si, vous les connaissez, je vous jure. Santé, ok. Biométrie, ok. Non. Religion, ok. Hein? Politique, philosophique, religieux, ethnique, etc. etc. C'est ce qu'on appelle l'article 9 du RGPD. D'accord? Celui-là, crado de chez crado de chez crado. Donc ces données-là, dès qu'on est dedans, de toute façon, c'est pas la peine de faire du smart machin. Dès que vous êtes là, vous faites du high et vous bardez de diplômes dans tous les genres. Ce qui marche ou ce qui peut marcher, c'est les problématiques de B2B, où effectivement, là, on n'est plus dans une problématique a priori de RGPD. La nature des données sont des natures de données commerciales. C'est le cas de l'attaque dont vous avez sans doute entendu parler, puisqu'elle n'est pas secrète, d'Airbus, qui dit effectivement... Airbus est là ou pas? Il y a quelqu'un qui... Vous êtes d'Airbus? Non, il dit non. Non, c'est pas moi. Voilà, Airbus dit il n'y a pas de données personnelles. Bon, bonne blague, mais c'est pas grave. Ce sont des données commerciales a priori. Et puis, ce qui pose question, effectivement, c'est la problématique du B2C, tout ce qui est aujourd'hui suivi des relations clients, profiling, scoring, tout ce qui tourne autour de cette data-là, effectivement, pose une vraie problématique et on est dans un niveau supérieur de données. Alors après, vous avez la portée. Hein, vous avez dit la compétence, les coûts, la nature des données, la portée des données. La portée, c'est quoi? C'est est-ce que j'ai peu de données? Est-ce que j'ai beaucoup de données? Est-ce que j'ai extrêmement beaucoup de données? 10 minutes, ça va. Je savais que je ne tiendrais pas une heure. Mais plus. Voilà, en fonction du niveau de données que vous avez un niveau de sécurité qui est plus ou moins smart. Plus vous avez de données, ben moins vous êtes smart, ou en tous les cas, plus vous êtes intelligent. Donc on doit effectivement travailler sur ce concept-là. Le contexte. Vous avez vu, hein, on a donc le coût, les compétences, les données, la portée, le contexte. Contexte métier, je suis une banque, ben, j'ai des problèmes de banque. Je suis dans le domaine de la santé, j'ai des problèmes en tant qu'acteur de santé, HDS, etc. Je suis dans l'assurance, j'ai des problèmes particuliers. Je suis un gestionnaire de data, un broker de données particulier. Je suis dans la sûreté, sécurité, défense particulier. Je suis dans la justice particulier. Voilà. La justice a effectivement ses propres règles en matière de contexte de sécurisation. Et évidemment, il y a le contexte projet. Tous les projets de dématérialisation dans les entreprises aujourd'hui, j'ai comme exemple une prochaine conf que je ferai sur le vote électronique. Effectivement, si on met en place un projet de vote électronique, on va nécessairement s'interroger sur la sécurité à un niveau tout à fait particulier. Pourquoi? Parce qu'on a un code du travail qui renvoie à un décret, qui renvoie à un arrêté et qui dit voilà ce que c'est que la sécurité d'un système de vote électronique. Voilà. Et il n'y a pas de smart ou pas smart. Il y a ce qu'on doit faire et la règle qui est applicable. Vous avez les finalités. Alors, ce qui ne marche pas, hein, pour ceux qui avaient entendu parler du PSG ou de Radio France avec un certain nombre de données à caractère ethnique, bon, ça ne marche pas, les finalités. Alors, même si c'est des finalités, entre guillemets, positives, hein, parce qu'on nous a dit, si on fait des finalités ethniques, c'est pour pouvoir faire de la discrimination positive. Ça ne marche pas. La discrimination positive, ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais. Après, vous avez les finalités qu'on va appeler normales. Alors, j'appelle normales celles qui relevaient jusqu'à présent, avant la loi, de normes simplifiées ou d'autorisation unique. Vous vous rappelez, hein, sous l'Ancien Régime, la CNIL avait dit, ça vous pouvez le faire, normes simplifiées, et en termes d'autorisation, ça vous pouvez le faire. Bon, ben ça ne pose pas de problème. Il suffit d'aller regarder ce qu'a déjà publié la CNIL sur le sujet, même si aujourd'hui ça n'est plus applicable. On a effectivement un vrai sujet. Et puis, ce qui pose question en matière de finalité, c'est tout ce qui tourne autour des analyses comportementales en tout genre. Et puis après, vous avez le risque. L'évaluation du risque,
Lors de l'évaluation du niveau de sécurité approprié, il est tenu compte en particulier des risques que présente le traitement, résultant notamment de, c'est simple, la destruction, c'est simple, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée des données à caractère personnel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que smart ou pas smart, vous devez effectivement cocher les cases et cocher la première case qui est est-ce que j'ai traité la problématique de la destruction? Oui, non. Et vous pouvez le faire en 2 lignes. Oui, parce que j'ai fait ça. Est-ce que j'ai coché la case perte? Oui, non, parce que j'ai fait ça. Est-ce que j'ai coché la case altération? Oui, non. Et est-ce que j'ai coché est-ce que j'ai coché la case divulgation? Oui, non. Et ne confondez pas tout, le juge ayant une appréciation totalement textuelle, c'est un obsédé textuel, le juge. Donc il ira regarder, et la CNIL aussi d'ailleurs, il ira regarder si vous avez coché les cases, les 4. Même si au final, la solution de sécurité que vous avez mis en œuvre, smartissime, répond aux 4 critères, il faut effectivement que vous ayez au moins un document dans lequel vous répondez aux 4 critères. Comment le droit accompagne la smart sécurité? Alors là, c'est le sujet le plus marrant, pour moi. C'est que les clients me disent on veut faire de la sécurité intelligente, mais on veut faire du droit intelligent. Et là, il faut faire œuvre de créativité, quoi. C'est un droit intelligent. Quand on prend le RGPD et qu'on se dit mais comment on va rendre le RGPD intelligent, c'est déjà en soi un exercice de style. En fait, on va faire des smart charts, des smart charts admin, des smart codes de conduite, des smart contrats d'acquisition et des smart annexes. En fait, le client qui veut un truc smart, il vient me voir, il me dit mais je suis smart et j'ai mis en place des outils smart et je voudrais éviter un décalage de style, et c'est vraiment comme ça que ça se passe, un décalage de style entre ce que j'ai mis en place au niveau technique et le décalage juridique. Or, vous, les avocats, vous avez tendance à être payés au poids, ce qui est faux, on est payé à l'heure. Mais il y en a qui pensent qu'on est payé au poids ou au mot. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calquer les règles du jeu qu'on va mettre en place dans l'entreprise sur le niveau de sécurité qui a été mis en œuvre. Dernier point, puisque il fallait que je le traite quand même, l'innovation dans la sécurité et le droit. Alors, je sais pas trop ce qui est innovant. J'ai trouvé innovant un truc très marrant. C'est le Black Bounty, même si c'est pas innovant au sens de ça existe depuis Netscape, si j'ai bien suivi ce qu'il y a dit sur Wikipédia. Ceci dit, le dernier en date, celui qui m'a fait le plus marrer, c'est celui du gouvernement suisse sur son système de e-voting. D'ailleurs, pour ceux qui veulent gagner, je crois que dans les 100 000 et quelques francs suisses, ça vient d'ouvrir, là, c'est maintenant qu'il faut attaquer, jusqu'au mi-avril. Mais c'est déjà fait? Ah, c'est déjà trouvé. Bon, ils ont déjà paumé 100 000 euros. 100 000 francs suisses. Mais ils ont fait un truc génial. C'est la première fois que je vois qu'on demande à des pirates à confirm that I have read and agree the terms and conditions. Donc on peut faire des trucs smart. Mais il y a une vraie... Et alors, je suis allé creuser. Alors, vous avez vu que mon accent est délicieux. Consequences of complying with the T&C, etc. Et il est dit, Swiss Post will not take civil action or file, etc., etc. Bref, en gros, on vous dit, détendez-vous, comme vous avez accepté I agree, on ne va pas vous poursuivre devant un tribunal civil ou un tribunal pénal. C'est quand même une bonne nouvelle et je trouve qu'en matière d'innovation, c'est plutôt pas mal de penser qu'on peut mettre un peu de droit. Il y a un deuxième élément qui me paraît important, c'est la smart sécurité, c'est aussi souvent tester un nouveau truc. Mode cobaye. Donc l'entreprise va être mode cobaye. Là, je vous invite à être extrêmement attentif à ce que vous appelez des POC. Vous appelez ça des POC, comme si c'était cool. Mais un POC, c'est pas cool. Voilà, un POC, c'est un contrat POC, dans lequel il y a des engagements entre celui qui met en place la solution, celui qui teste ou qui exploite la solution. Il y a des problématiques de propriété intellectuelle, il y a des problématiques de RGPD, il y a des problématiques de sécurité, il y a des problématiques de savoir-faire, il y a tout un ensemble de règles du jeu qui font que vous devez définir... J'aurais terminé, promis juré. Vous aurez à définir de manière très précise les conditions dans lesquelles vous faites des contrats POC. J'avais même eu un cas un peu stratosphérique. Qui est-ce qui est acteur public?
Non mais vous êtes plus nombreux, levez la main. Dénoncez-vous, c'est pas grave. Il y a plus de la moitié de la Voilà, assemblée. bon, plus de la moitié, donc il y a un quart de menteurs. Alors, la moitié, vous faites même des fois des POC publics. C'est-à-dire vous faites un POC, et après vous lancez un marché public. Et des fois, c'est même celui qui a fait le POC qui le gagne. Et là, vous êtes étonné parce qu'il y a un recours. Oh, il y a une intelligence stratégique autour des POC qui doivent être mis en œuvre. Quel type de POC? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est payant, pas payant, etc. Est-ce que c'est engageant ou non? Par exemple, il y a des POC sur lesquels on va dire si on a telle et telle mesure, alors effectivement on signera le contrat. Et là, je vous invite vivement à signer le contrat avant, parce qu'au moins vous pouvez le négocier. Parce que si le POC marche et que ça vous plaît, qu'est-ce qu'on va vous proposer? Un contrat dégueulasse et vous allez le signer puisque vous avez été alléché par le produit. Donc moi, ce que je fais, c'est que je négocie les contrats en amont des POC. Et puis je fais super attention aux POC en environnement public. Et notamment quand je balance après un appel d'offres ou n'importe quoi d'autre, j'ai une data room dans laquelle peuvent accéder les concurrents ou les candidats potentiels peuvent accéder à tous les éléments nécessaires. Dernier point, le droit à l'expérimentation. Qui est là aussi un point important en matière d'innovation. Vous avez entendu parler de la reconnaissance faciale à Nice au carnaval, hein, enfin normalement vous en avez entendu parler. On est dans des problématiques d'expérimentation. Alors avant la nouvelle loi, l'expérimentation était un vrai sujet. Pourquoi? Parce que tout ce qui relevait d'un régime d'autorisation, la CNIL pouvait conditionner l'autorisation à une expérimentation. D'accord? Ce qui était le cas de plein de sujets. Moi, j'ai travaillé sur le dossier pharmaceutique, par exemple. C'est le dossier que vous avez chez les pharmaciens pour suivre vos prescriptions médicamenteuses. Eh bien, on a fait l'objet d'abord d'une expérimentation dans une région, enfin dans un département, puis dans une région, pour aboutir après à une expérimentation au niveau national et après au déroulé national. Avec le RGPD, on n'est plus là du tout, hein. Il n'y a plus de démarche à la CNIL. Il n'y a plus de déclaration, il n'y a plus d'autorisation. Donc, j'allais dire, d'une certaine manière, je fais ce que je veux. Et c'est comme ça d'ailleurs que Estrosi, le maire de Nice, a dit « J'ai obtenu l'autorisation de la CNIL ». Il n'a pas obtenu l'autorisation de la CNIL, il a juste écrit à la CNIL. Et il a dit « Au fait, je fais une expérimentation ». Et la CNIL a dit « Je ne sais pas le traduire en mots ». Et il l'a fait. Le vrai sujet de l'expérimentation, c'est le privacy by design. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut penser donner un caractère personnel, protection, etc. dès l'amont et pas à la fin. Et que deuxièmement, on a des traitements, vous le savez, qui sont parfois sous forme de PIA, hein, des analyses d'impact, où même au moment de l'expérimentation, la solution mise en œuvre est une solution qui relève d'une analyse d'impact et vous devez faire votre analyse d'impact, y compris en matière d'expérimentation. Je vais vous prendre un exemple. Si vous mettez du data loss prevention, enfin une solution de data loss prevention, vous êtes sous PIA. Il n'y a pas de raison, même si je fais une expérimentation, de ne pas la faire sous PIA. Et puis le dernier point, et j'en aurai terminé, c'est le code du travail. Je vous rappelle que smart ou pas, la sécurité dans une entreprise publique ou privée, c'est aussi une problématique de salariés. Ça veut dire qu'on ne peut rien mettre aujourd'hui, POC ou pas POC, expérimentation ou pas, sans avoir effectivement saisi les instances représentatives du personnel. J'en aurais terminé, j'aurais tenu les délais. Cher ours. Merci beaucoup.